Derrière les vitres opaques des quartiers d'affaires, dans les bureaux, les usines, les commerces, en France comme en Europe, comme sur chaque continent, tous les salariés s'interrogent. Les économies tremblent, s'effondrent, et une faille abyssale s'ouvre dans un monde qui se pensait confortablement assis sur 30 ans de profits phénoménaux. C'est peut-être le point de rupture d'un capitalisme entièrement dévoué à la finance. Un monde dans lequel l'économie n'est plus au service de l'homme, mais l'homme au service de l'économie. Aujourd'hui, Fenwick est la filiale du groupe allemand Kion. Un groupe qui a absorbé non seulement Fenwick, mais les plus grands fabricants de matériel de manutention en Europe. Kion possède des usines en France, en Allemagne, en Angleterre, en Chine et au Brésil. Ce géant allemand et ses filiales emploient 20 000 salariés et distribuent leurs produits dans plus de 100 pays. Depuis 2 ans, pour tous les salariés de Fenwick, la donne a changé. 2 énormes fonds d'investissement, Goldman Sachs Partners et KKR, se sont offerts le groupe Kion, ses filiales, ses usines et ses salariés. Goldman Sachs Partners est la branche investissement de la banque la plus rentable des États-Unis. KKR est dirigé par le financier le plus admiré et le plus redouté outre-Atlantique, Henry Kravis. Un homme qui a entièrement dédié sa vie à l'argent et dont la fortune personnelle est estimée en 2009 à 2,6 milliards de dollars. Les employés de Fenwick ne sont plus seulement les salariés d'une entreprise industrielle. Ils appartiennent dorénavant à un monde bien plus opaque, bien plus sauvage, celui de la finance. Cette même histoire se déroule chaque jour dans des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde entier. Une année avant cette réunion des commerciaux, sous l'impulsion donnée par les nouveaux actionnaires, la direction de Fenwick lançait un programme sur mesure pour vendre plus. Elle fait alors appel à un cabinet conseil de renom, Krauthammer. Philippe Bazin, coach et consultant, est le nec plus ultra en management par l'excellence. On vend du comportement concret, on vend du coaching, on the job et off the job. Mais au fin fond de nos croyances, il y a une croyance très profonde qui est on ne peut pas séparer le développement des hommes et le business. De quoi nous parle-t-on au juste? Dans quelle secte gestionnaire le langage de ces consultants nous projette-t-il? Quelle vision du monde nous propose-t-il? En 1981, Peter et Waterman, 2 consultants de McKinsey, écrivent un livre qui s'appelle Le Prix de l'excellence en français et qui va devenir le livre de chevet de la plupart des dirigeants d'entreprise et qui va proposer en fait un idéal de performance, un idéal de management, avec cette idée qu'on va réconcilier l'homme et l'entreprise et qu'on va proposer à l'homme de se réaliser et de s'épanouir dans son travail. Alors au fond, là, il y avait 7 piliers. Avec ça, on était sûr que c'était bon, on allait atteindre l'excellence. Bon, ça a duré un certain temps, le bouquin s'est très bien vendu, l'éditeur a dû gagner beaucoup d'argent. Mais ce livre a surtout touché des centaines de milliers de cadres en France. Hein, c'est un succès incroyable. C'est le premier livre de management qui a un succès massif. Tout le management de l'excellence, pour l'entreprise, c'est d'améliorer la productivité. Pour l'individu, c'est le sentiment qu'il est le meilleur, qu'il est le numéro 1, qu'il a fait péter ses objectifs à 120%. On va fonctionner par sous-groupe. Une première personne raconte une anecdote commerciale en 2 minutes et les autres
N'hésitez pas à prendre des notes sur ce qu'il dit. Ensuite, une fois que la personne a terminé, notez bien ce qui doit être vrai pour que ça soit vrai dans ce qu'il vient de raconter. Je vais juste vous donner un exemple très simple. Si je vous dis par exemple, ce commercial a du mal à vendre parce qu'il n'a pas un bon relationnel, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit être vrai pour que ça soit vrai? C'est que sans relationnel, on ne vend pas. Alors, à chaque fois, on changera les groupes. Donc un premier groupe, Jean-Michel, Philippe. Le consultant externe cherche à saisir cette production de l'intelligence, ces savoir-faire, de celui-là qui l'a produit et inventé en marchant. Il procède à une activité assez spécialisée qu'on appelle l'extraction des connaissances. Donc on ne juge pas, on ne sait pas, on écoute juste l'anecdote, on note et après on voit si on a le... Ah ouais. En réalité, ce que ne disent pas tous ces gens qui font de l'extraction des connaissances, c'est qu'ils ne font pas que de l'extraction des connaissances. Pour toi, il faut savoir sortir le client de son contexte. Oui. Ils masquent et dissimulent le détour par lequel ils arrivent à entrer dans l'intelligence des gens. Pour donner envie au client, il faut se battre pour lui. Si le gars, tu lui as rendu service une fois, il te rappelle et te dit j'ai besoin de toi, on est capable de se sublimer, entre guillemets, pour lui. Attention. C'est quand même un truc vachement fort, hein. C'est vraiment une conviction profonde. Qu'est-ce qui doit être vrai pour que cette histoire soit vraie et soit possible? Ce détour, il n'est pas rien. Hein. On prend une position flagorneuse, vous êtes le meilleur. On fait des week-ends, moi je paye leur casse-croûte, les bières, les machins, tout ça. Mais j'aime ça, moi j'aime ça, j'aime ce que je fais. Donc après, c'est un plaisir. Le problème, c'est d'arriver à créer un rapport avec lui dans lequel il va livrer et dans lequel il va lâcher ce qu'il sait. Oui, Parce que lui, on va lui demander aussi d'être professionnel. L'acheteur, tu vas lui demander d'être professionnel, de dire attendez. On va créer avec lui une relation de confiance. Là, on parle de compétences pures. Et obtenir un consentement. C'est toute la question, elle est là, cette manipulation-là. Comment est-ce qu'on va obtenir que l'autre collabore? Quand la direction met des salariés entre les mains de deux consultants, ce n'est jamais au hasard. Toujours, dans ces cas-là, la suspicion plane. Personne n'en parle, mais chacun est sur ses gardes. Une dizaine d'entre eux vont être choisis, suivis et observés en situation de vente par les consultants. Bon, ça paraissait évident, mais je voudrais quand même revalider les choses, parce que c'est quoi ton but quand tu fais ça? En fait, c'est d'essayer de lui mettre le doute sur le fait qu'il achète bien. Quand même, toute la France achète différemment que vous. Quand 100 chariots se vendent en France, 100 chariots thermiques, on en vend quasiment 30. Et nos premiers concurrents en vendent 14. Ouais. Et on est toujours plus cher qu'eux. Donc, vous avez peut-être mal acheté. C'est lui faire sentir une anomalie dans son achat, quoi. Mais il a certainement un doute, ce mec-là. Ouais, comment tu sais ça? Bah parce qu'il est attentif, quand même. Enfin, la part de marché, il l'a regardé. Vous avez vu cette espèce de façon extrêmement attentive, avec les froncements de sourcils pour regarder l'expert. Mais alors pourquoi? Et prendre cette... Vous voyez, là, un jeu. Évidemment, il manipule les gens, mais aucun d'entre nous ne peut être insensible au fait que quelqu'un vient vous parler et à un moment donné fait quand même acte de reconnaissance de quelque chose que vous avez. Mais pas du tout pour ce que vous croyez. C'est une satisfaction narcissique formidable de proposer aux gens d'être dans un idéal de perfection, de se dépasser, d'aller au-delà de leurs limites, etc. Donc la tentation est forte d'y croire. Pourquoi tu lui dis, ou c'est quoi ton objectif quand tu lui dis plus vous serez exigeant, plus vous serez Fenwick? Plus vous serez exigeant, plus vous serez Fenwick, presque. Honnêtement, je trouve que c'est du grand art, ça s'appelle un recadrage. En gros, toi tu lui dis, c'est justement parce que tu es exigeant, et plus tu seras exigeant, plus on va travailler ensemble. Là, tu arrêtes parce que en fait, j'en suis persuadé. Valérie, qu'est-ce que tu aurais vu, toi, qu'on n'aurait pas creusé dans l'entretien sur ce qu'a fait ou ce qu'a entendu Bruno Toujours pareil, à un moment, je trouve que au contraire, tu remets de la pression. Ma lecture, c'est que tu mets de la pression tout de suite et régulièrement tu entretiens la pression. Ouais, alors, c'est parce que c'est quand on monte un petit peu qu'on se dit les choses. C'est quand on est vraiment presque en confrontation, quoi. Positionnement fort, hyper assertif dès le départ. Mais je ne vais pas labeller ça comme mettre la pression. Dans mon filtre à moi, c'est mettre un cadre.
tel que je le lis, dans la façon dont il l'a fait, il met pas le cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où il le met, c'est plus rajouter, remettre un peu de pression que mettre un cadre. Oui, clairement c'est ce qu'il dit. Ouais. Finalement, ce cadre technico-commercial qui va vendre les choses, il est totalement manipulé. Il croit qu'il participe à quelque chose d'important. Ces modes opératoires, quand ils auront été isolés, on va les enseigner, et ceux qui ne suivent pas, ils seront éliminés. En fait, il se fait prendre, évidemment, parce que tout ça, c'est l'antichambre de sa propre liquidation, ce qu'il ne sait pas. Ce qui, au départ, est donné sur le mode de la séduction pour reconnaître aux meilleurs leurs mérites, est en fait réutilisé comme une méthode de terrorisation, parce que c'est ni plus ni moins que ça, tout le monde le sait, tout le monde le sent, qu'en réalité, ça va devenir la nouvelle norme, c'est-à-dire la nouvelle prescription, et où vous marchez, vous réussissez, et vous restez, où vous sortez. Donc il y a dans la nouvelle performance une menace. Il y a une promesse, mais en même temps il y a une menace. Et cette menace, elle est probablement quand même un des éléments importants de l'adhésion, évidemment, des gens qui ne sont pas dupes et qui savent très bien que s'ils n'entrent pas dans ce jeu-là, ils vont être liquidés. Ce système de pouvoir qui est sous-jacent à ces nouvelles pratiques managériales, il a quoi comme objectif? De mobiliser le maximum d'énergie des individus pour pouvoir répondre à des objectifs de performance et de rentabilité qui sont de plus en plus élevés. Quand il y a un taux de croissance de 3% dans l'économie, eh ben l'entreprise peut faire 3% de profit. Quand il y a un taux de croissance de 3% et qu'on demande des taux de rentabilité de 10, 15, 20, 25%, évidemment, comment on fait ça? Eh ben, la variable d'ajustement, c'est le travail. C'est-à-dire, il faut faire plus avec moins. Donc, la seule réponse qu'il y a, c'est la réduction des effectifs. Mais pourquoi la réduction des effectifs qui mettent sous tension ceux qui restent et sous tension ceux qui sont exclus? C'est justement parce que le management dans son ensemble et l'ensemble de la population, d'une certaine façon, a accepté cette folie du capitalisme financier qui fait que des actionnaires qui ne sont plus branchés sur la production exigent des taux de rentabilité sans se préoccuper du tout du réel du travail et des conditions concrètes qui permettent cette rentabilité. Je m'appelle Jean-Luc Mastiquian, je suis directeur général de la partie industrielle de Fenwick, de l'ensemble industriel de Fenwick, et plus exactement de l'ensemble industriel représenté par le groupe Kion en France. Je suis Christophe Lautrey, le directeur général et le gérant de Fenwick Lindé, entreprise que je dirige maintenant depuis 2004. L'objectif, c'est quand même la performance globale, et on a représenté un petit logo, notre stratégie, et au centre de cette stratégie, on a mis la motivation des salariés. Et ça part d'un credo, c'est que la plus belle des stratégies, si elle n'est pas comprise et partagée par l'ensemble du personnel, ne sera pas appliquée. On est obligé en permanence de s'améliorer. Donc pour moi, il y a effectivement absolument pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le temps non plus. C'est-à-dire que on ne peut pas être sûr. L'incertitude aujourd'hui fait partie d'une donnée de management. Donc on est dans des environnements extrêmement volatiles. On sait que la situation, elle peut évoluer pratiquement d'un mois sur l'autre. Stagner n'est pas une option. Oui, l'entreprise doit progresser, mais le progrès, ça fait partie de la vie. Un bon management, pour moi, c'est de jamais être satisfait et de se dire que, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour solidifier la performance d'aujourd'hui, pour accroître celle de demain. Donc, je crois que structurellement, un manager, c'est quelqu'un de jamais content. Donc, il y a une exigence qui nous oblige à avoir des
des raisonnements et des stratégies sans complaisance. Alors, très clairement, vis-à-vis du groupe, il faut montrer au mois le mois des performances qui se traduisent très clairement par des performances financières. Le dirigeant de l'entreprise est ce que j'appellerais le maillon faible paradoxal. C'est le maillon faible parce qu'il est le plus vulnérable aux pressions qui viennent de l'actionnariat. Et maillon faible paradoxal parce que néanmoins il est le patron de l'entreprise et qu'il a donc les moyens de décréter la mobilisation et de mettre toute son organisation sous tension pour lui faire atteindre les objectifs qui le protègent, lui, patron. Qui est cet actionnaire qui dicte les objectifs? Qui est Henri Kravis? Je vous dis, comme il y a beaucoup de monde qui nous regarde, voilà, je suis un peu prudent là-dessus. Ouais, sur Kion et sur l'actionnaire aussi. Ouais, je suis sur Kion et sur l'actionnaire, voilà, parce qu'à partir du moment où le mot KKR est prononcé, où que ce soit, partout, ils ont des agences qui pigent la presse à longueur de journée, enfin c'est des gens très organisés, qui ont des grandes oreilles partout, et donc à partir du moment où le mot KKR est prononcé, puis il y a une oreille qui se dresse quelque part, et si je pouvais éviter, ouais. Henri Kravis est l'un des pères de ce capitalisme financier qui règne en maître depuis 30 ans. C'est au milieu des années 70, aux États-Unis, qu'il crée avec 2 associés, Kohlberg et Roberts, un fonds d'investissement, ce que l'on appelle en anglais une société de private equity. L'objectif de ces sociétés d'investissement, acheter et optimiser des entreprises afin de les revendre plus cher, et cela dans un temps record. Pendant une dizaine d'années, les fonds de private equity vont d'abord opérer sur le marché américain. Mais grâce à la déréglementation des marchés de capitaux dans le début des années 80, ces investisseurs vont pouvoir appliquer leur méthode à l'échelle de la planète et en tirer des bénéfices phénoménaux. C'est Henri Kravis qui a inventé, avec ses associés, un des outils financiers qui va donner les pleins pouvoirs à ce capitalisme actionnarial, le LBO, une pratique aujourd'hui banalisée et utilisée dans le monde entier. Le monde de la private equity, alors, est d'une sauvagerie sans pareille. Évidemment, les montages de private equity consistent en ce qu'on appelle des LBO, Leverage Buy Out. Alors, buy out, ça veut dire qu'on achète buy pour faire sortir de la bourse, out. Et leverage, ça veut dire que le montage d'ensemble de l'opération associe une petite part de capitaux propres et énormément d'endettement. Et le fait de procéder avec énormément d'endettement produit ce qu'on appelle l'effet levier, leverage. Pour acquérir le groupe Kion, maison mère de Fenwick, KKR et Goldman Sachs Partners investissent 850 millions d'euros, soit 20% du prix d'achat de Kion. Ils empruntent le reste, plus de 3 milliards d'euros, à plusieurs dizaines de banques. C'est le principe du LBO. Ces nouveaux investisseurs financiers, ils ont tous pour objectif de sortir dans les 3 à 5 ans. La création de cette dette impose la génération de cash par l'entreprise pour rembourser cette dette. Maintenant, toutes les personnes de l'entreprise sont impactées par le cash, parce que l'idée c'est de convertir la plus grosse part de notre résultat d'exploitation en cash. Donc on se paye sur la bête en lui prélevant tout le cash nécessaire pour payer au banquier la dette. C'est ça qui est terrible, c'est que effectivement, cette contrainte ne nous sépare plus que de quelques crans de la prise d'otage pure et simple. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Ces opérations sont extraordinairement profitables. Mais entre-temps, alors il a fallu faire dégorger le cash à l'entreprise. Donc c'est pas du tout un capitalisme qui développe. Dans le capitalisme à l'ancienne, pour devenir un leader mondial, il fallait réinvestir le surplus patiemment accumulé pendant des décennies. Et c'était ça le rythme de croisière d'une entreprise. C'était ça sa temporalité propre. Et au bout de 2-3 décennies, alors elle était devenue vraiment une grande entreprise sur le marché mondial. Swing low, sweet cherry ho, coming for to carry me home.
pour les hommes du capital industriel, il y a une espèce de primat de la pulsion de réalisation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indifférents au profit, évidemment pas, mais le profit est déclassé dans la hiérarchie des priorités. Ce qui est visé, c'est l'expansion, la réalisation, c'est, je veux dire, créer une dynastie industrielle, par exemple. Je veux dire, les Dassault, les Bouygues, les Lagardère, etc. Créer un empire entrepreneurial, marquer l'espace de ces constructions, pour les grands constructeurs de génie civil, accomplir des révolutions technologiques qui vont façonner profondément les modes de vie pour un Bill Gates. Voilà, c'est ça les forces motrices, n'est-ce pas? Alors pour ces forces motrices, le profit est un instrument, il est nécessaire, il faut l'avoir, donc il faudra le dégager pour l'investissement, pour l'accumulation du capital. Mais ça n'est pas forcément l'objectif final. Le capitalisme actionnarial révolutionne absolument tout ça. C'est son alpha et son oméga, le profit. C'est son horizon ultime et exclusif. Je veux dire, qu'il investisse dans une saboterie ou une entreprise qui fasse des centrales nucléaires, ça lui est indifférent. Je veux dire, l'essentiel, c'est la bottom line, c'est-à-dire le profit net et le taux de rendement des capitaux propres. Je veux dire, et si jamais c'est faire des yaourts qui payent plus que de faire des centrales nucléaires, le capital financier quittera le secteur du nucléaire sans l'ombre d'un regret et sans l'ombre d'un souvenir pour se réinvestir intégralement dans le yaourt. Dans cette logique, KKR a pris possession de groupes de médias, de télécommunications, de distributeurs de jouets, de laboratoires pharmaceutiques, de fabricants d'électronique, de producteurs et distributeurs d'énergie, de cliniques, d'universités, d'hôtels de luxe, de chaînes de quincaillerie, de fabricants de matelas, de fournisseurs de béton, de sociétés de sécurité et d'immobilier. Henri Kravis possède un empire. Les ventes annuelles de ces sociétés dépassent celles de Microsoft, Coca-Cola et Disney cumulées. Ces 450 000 employés n'en savent rien. Ils n'ont jamais croisé le chemin d'Henri Kravis. Pourtant, ils subissent exactement les mêmes pressions que les salariés français de Fenwick. How do we run our companies? Well, in KKR's case, our whole focus is 100% on operational improvement. How do you shorten the supply chain? How do you improve waste in the product? How do you improve productivity throughout the organization? How do you improve the sales force productivity and so on? These are the kinds of things that we do as a private equity firm. And that will not change. And that will not change. And that will not change. L'objectif, c'est vraiment d'observer la situation actuelle et de partir de là pour éliminer tout ce qui est en trop, en fait. Cette démarche, elle s'appuie sur la philosophie Kaizen. Kai en japonais, c'est changement, et Zen, c'est bon pour un mieux. Donc ça veut dire changement pour un mieux. Les principes japonais du Kaizen identifient 7 gaspillages capitaux. Stock en attente, mouvements inutiles, temps mort, surproduction, surface perdue, défaut de fabrication et surtout, tout déplacement non productif de l'ouvrier. Une réorganisation au millimètre. Le moins de déplacement, mais on est plus fatigué, c'est la cadence qui est là. C'est bien sans être bien. Le lean est bien pour le client, mais pour nous, ça augmente les cadences. Ça se ressent, hein. Ça se ressent tout de suite. La promesse de gain est colossale. Quelques minutes de travail gagnées chaque jour par ouvrier, fois 400 ouvriers pour l'usine Fenwick, fois des centaines d'usines dans le monde pour KKR l'actionnaire. Dans les usines, l'ouvrier marche moins. En contrepartie, il piétine plus, mais sa productivité augmente. Son travail est désormais robotisé. Hommes et femmes se rapprochent au plus près de la machine. Cette augmentation continue des cadences, des flux, conduit un certain nombre d'ouvriers à des conditions qui sont proches de celles des sportifs de haut niveau.
On sait que le sport de haut niveau, les gens sont à la limite de résistance physique, hein, c'est régulièrement des fractures, c'est régulièrement des accidents, c'est régulièrement des problèmes de tendinite. C'est des problèmes de dopage aussi. On commence à en voir beaucoup dans les usines. Hein. De plus en plus, dans les usines, il y a des problèmes de drogue. Non pas que les gens se droguent parce qu'ils trouvent ça agréable. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils se droguent pour oublier la douleur, pour oublier la souffrance, pour oublier le stress dans lequel ils sont. Je ne veux pas faire du misérabilisme social, mais il y a un véritable problème là, qui est de même nature que celui des sportifs de haut niveau. Donc, c'est vrai qu'on sent dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de cas, qu'on atteint finalement pour un travail d'opérateur, payé au SMIC finalement, des conditions de celles qui sont des champions de très haut niveau, qui peuvent être parfois payés des centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros, ce qui pose de vraies questions. Et que bien évidemment, si ces champions sont formés, sélectionnés, encadrés par des médecins, des coachs qui les suivent, eh bien les techniciens, les ingénieurs qui sont à l'usine ne sont pas des coachs pour encadrer des champions du monde. Comme on nous a expliqué, c'est qu'on faisait des grands pas. Aujourd'hui, il faut travailler en faisant des petits pas. C'est-à-dire, pour eux, c'est quantitatif. On vous dit, cette caisse-là, au lieu qu'elle vienne ici, on va te la mettre juste un petit peu devant toi et tu vas gagner déjà 2 secondes. Donc on fait aller les gens toujours plus vite par des petits trucs comme ça. Et puis on voit qu'au bout du compte, les gens piétinent, restent sur place, font partie d'un rendement de chaîne, et puis on est dans un rouage, et puis on est totalement emmené comme ça nous aussi, à longueur de journée. Et ils ont fait la chasse au petit temps de récupération que les gens pouvaient avoir, et puis les gens, on a vraiment plus de temps pour souffler. Eric Becker leur apporte un livre écrit par un journaliste japonais qui a passé 6 mois infiltré dans l'usine de Nagoya, l'endroit où s'est inventé le toyotisme. Depuis sa chaîne de montage, le journaliste décrit un monde qu'il appelle l'usine du désespoir. C'était il y a 30 ans. L'ouvrage fait toujours référence. Ce que vous racontez, il y a plein de choses qu'on vit nous aussi à l'usine, avec le patron qui nous disait on est une boîte différente, on va faire pour le mieux, plus important pour nous c'est l'ouvrier, c'est lui la richesse de l'entreprise, et puis on va améliorer les conditions de travail, on va être une boîte différente. Voilà, j'avais un peu peur que la boîte qui se construisait à Valenciennes, elle ressemble à ce qui se passait au Japon dans les années 70, et puis effectivement très rapidement c'était la même chose. Passer aux copains syndiqués pour qu'ils se rendent compte que ce qu'on était en train de vivre et les conditions de travail qui se dégradaient, ça ressemblait de plus en plus à ce qui était décrit dans le livre. Et qu'en fait, s'il y avait 2 exemples pareils à travers le monde à 35 ans d'écart, c'était pas parce que c'était une coïncidence, c'est que c'était parce que c'était une politique voulue de la part des actionnaires de Toyota. Leur but, c'était de faire suer du profit coûte que coûte, en organisant le sous-effectif, en n'en ayant rien à foutre des conditions de travail, en aggravant les conditions de travail, en donnant pas le matériel aux gens pour produire, voilà. Et toujours avec un discours pour enrober. Voilà donc la recette magique apportée par les consultants dans l'usine de Sénon, le Lean Manufacturing ou encore Système Toyota. Un mode d'organisation du travail qui a fait de Toyota, petit constructeur automobile marginal des années 60, le plus gros groupe industriel de l'automobile au monde. L'aboutissement d'un siècle de pensée sur l'optimisation de la production industrielle. The motions you make when you set the table every day, I'll bet you'll find you're wasting a lot of energy. In fact, I'll bet there are better ways of doing almost everything around here. 40 seconds. Dans cette recherche, un ouvrier d'une usine de métallurgie
a ouvert le bal à la fin du XIXe siècle, Frederick Winslow Taylor. Ancien tourneur devenu contremaître, Taylor est confronté à ce qu'il appelle la flânerie systématique de ses subordonnés. Il y voit une mauvaise organisation du travail. De ces années d'observation, Taylor publie en 1911 un ouvrage, Principles of Scientific Management. Il invente un tout nouveau modèle, le travail découpé en tâches, chronométré, avec des ingénieurs qui pensent et des ouvriers qui exécutent. La conception du pouvoir qui était derrière, c'était que le travailleur, lui, n'a pas à réfléchir, il a à exécuter, et que ce qui est mobilisé, c'est essentiellement de canaliser l'énergie physique pour la transformer en force de travail, dans un espèce de canevas dans lequel les gens sont mis dans des petites cases, et où on leur décrit ce qu'ils doivent faire, et à ce moment-là, la préoccupation, c'est d'améliorer la rentabilité en accélérant le processus. C'est la naissance de l'organisation scientifique du travail, qui ne cessera plus de se développer au cours du siècle. Mais c'est Henry Ford qui va bouleverser la production industrielle et l'organisation du travail en inventant le travail à la chaîne. Dans son autobiographie, il raconte que cette idée de la chaîne de production est née d'une visite dans un abattoir de Chicago. Entre les deux guerres, Ford affiche sa volonté de vendre à ses propres ouvriers les voitures qu'ils produisent par une politique de doublement du salaire moyen. $5 a day. Il répond ainsi à un double objectif, stabiliser sa main-d'œuvre pour réduire les coûts de turnover et augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers afin de stimuler leur demande en biens de consommation. C'est le début de la production de masse. Ce paradigme fordiste ne cessera de se développer à travers le monde jusqu'à la fin des années 70, période à laquelle le toyotisme va commencer à s'imposer en Occident par l'intermédiaire d'ingénieurs américains de retour du Japon, convaincus qu'il y a là une manière de produire plus. Il faut rompre avec le taylorisme parce que ça abrutit le travailleur, parce que c'est de la discipline, parce que c'est du pouvoir qui est obsolète et donc il faut redonner au facteur humain sa place centrale. Le Fordisme n'avait peut-être pas une telle attention à l'ouvrier en tant que tel. On cherchait toujours à l'exploiter autant que possible, mais là où le toyotisme va plus loin, c'est qu'il va arriver à convaincre l'ouvrier qu'il lui importe de lui-même de trouver le moyen d'augmenter les cadences. On s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus efficace et rentable et performant que le travailleur adhère plutôt qu'il soit dans un système disciplinaire dans lequel le chef va lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et va le sanctionner s'il fait bien et le récompenser s'il fait mal. Et donc ça oblige de changer le rapport au travail. Dans les usines japonaises, un rendement exemplaire continue. Toyota fait travailler près de 200 000 ouvriers. L'année dernière, 2 500 000 véhicules ont été construits par Toyota. À l'usine Fenwick, comme chez Toyota, l'adhésion des ouvriers aux objectifs de l'entreprise est le nouveau credo. Chaque salarié doit proposer, quotidiennement, des idées, des astuces, des solutions afin d'améliorer la productivité et la sécurité de son poste. Voilà comment l'ouvrier devient responsable de l'intensification de son travail. Pour inciter les employés à collaborer, la direction évoque sans relâche l'opportunité qui s'offre à eux de travailler dans de meilleures conditions. Cette démarche vise surtout à faire en sorte que les salariés soient les acteurs de l'amélioration de leur poste, et ça va donc par évidemment une meilleure organisation, donc des meilleures conditions de travail, une réduction de la pénibilité des tâches, tout ça dans un même sens. La règle d'or du système, c'est que
toute amélioration doit aller dans le sens d'une amélioration de la qualité et de la productivité. C'est le critère d'acceptation de la proposition. Donc, si on peut à la fois améliorer les conditions du travail, le rendre moins pénible, le rendre moins fatigant, tout en réduisant le temps de cycle, tout en améliorant la qualité, cette proposition sera acceptée. Par exemple, si c'est moins douloureux pour l'ouvrier d'avoir le tournevis sur une table à côté de lui, au lieu d'avoir à se baisser pour le ramasser, bon, il aura moins mal au dos, donc c'est une amélioration des conditions de travail. Mais le but, c'est la productivité. Et si c'est l'inverse qui est vrai, s'il vaut mieux qu'il se baisse pour qu'il soit plus productif, on l'obligera à se baisser. Et les opérateurs eux-mêmes sont formés à comprendre les critères selon lesquels ils doivent faire de bonnes propositions ou pas de bonnes propositions. Depuis l'introduction du toyotisme chez Fenwick, selon les partenaires sociaux, les accidents du travail ont augmenté de 25%. S'agissant de l'amélioration des conditions de travail, là, et c'est les salariés qui en parleront le mieux eux-mêmes. Pour ma part, la théorie du foutage de gueule me semble assez bonne, quoi. Effectivement, je pense que c'est celle qui a ma préférence en tout cas. Hein. Cette contrainte de la finance actionnariale est devenue tellement impérative qu'elle exige l'ajustement instantané. Donc tout de suite, il faut réduire la voilure. Tout de suite, il faut faire les plans sociaux. Tout de suite, il va falloir essayer de maintenir comme on peut le profit trimestriel pour la prochaine confrontation avec les investisseurs, etc., etc. Donc c'est un monde dans lequel il n'y a plus aucune marge de manœuvre, quoi. Tout le monde est pris à la gorge de partout. Deux ans après le rachat par KKR, le directeur de l'usine Jean-Luc Mastiquian annonce aux salariés une réduction des effectifs. L'usine doit se séparer d'une centaine d'entre eux. Le système Toyota permet de produire plus avec moins de ressources. C'était exactement l'objectif. Le sort des salariés de Fenwick est effectivement entre les mains d'Henry Kravis, le magicien de l'optimisation et du profit. L'homme qui fait jaser pour ses revenus exorbitants. 51 260 $ par heure. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Soit 1 300 000 $ par jour. Soit encore 450 millions de dollars en 2006. Ce qui équivaut à 23 492 années de salaire d'un ouvrier de Fenwick. 2006, 2007 were phenomenal years because there was cheap capital, plentiful, and we put a lot of money to work. Tout ce dispositif qui part du système japonais, c'est-à-dire du système du toyotisme, et qui se développe à travers la performance, le coaching, les nouvelles formes d'organisation du travail, l'évaluation individuelle des performances, l'exaltation de tout ce qui est performance individuelle, argent, etc. C'est vrai que ça ne repose pas que sur le consentement des petites gens et des gens ordinaires qui se font emporter, séduire et menacer. Ça marche aussi parce qu'il y a tout le zèle d'une partie quand même de gens qui sont des leaders de ce système. Ce ne sont pas simplement des idéologues isolés, il y a véritablement une pensée d'ensemble de comment produire un ensemble idéologique qui réfère essentiellement au pouvoir et à l'argent, et non pas à la culture et à la civilisation. Il suffit de parcourir le rayon management des librairies, et ce jusque dans les gares et les aéroports, pour comprendre combien cette idéologie se diffuse, combien ce mélange abrutissant de solutions clés en main ne rencontre plus aucune résistance, ne rencontre plus aucune résistance, ne rencontre plus aucune résistance. Il faut voir l'énormité des moyens qui sont mis en œuvre
pour distribuer ce discours et le vocabulaire même, à travers lequel s'imprègne l'ensemble de notre monde contemporain. L'idéologie gestionnaire se présente comme pragmatique, pas du tout idéologique. Il n'y a pas une gestion de gauche, une gestion de droite, etc. Non, la gestion, c'est juste des techniques, des normes, pour dire voilà comment optimiser le fonctionnement des organisations. Et c'est ce que vendent les cabinets conseils. On vous vend de la solution. Quand tu fais du roquefort, tu as le roquefort et tu mets de la moisissure dedans. Si la moisissure prend pas, le fromage meurt. Si la moisissure prend trop bien, le fromage est pourri. Et tout l'art de l'affineur du roquefort, c'est de faire, à la fois d'utiliser et de développer la moisissure pour qu'elle crée le goût du roquefort. L'approche roquefort, ça consiste, pour ce dirigeant d'entreprise, à aller créer un lien direct avec ces éléments performants et subversifs, et parce que c'est eux qui peuvent régénérer le système. Et si on y pense, chez Fenwick, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est avec les meilleurs, et on est en train d'explorer comment ils sont subversifs par rapport au système, mais en même temps par qui on est mandaté? Par la direction, parce qu'elle va essayer de dupliquer ça. Top. Moi, je fais partie de ceux qui défendent que le rapport au travail n'est pas contingent, n'est pas accessoire, n'est pas anecdotique, que tout être humain cherche d'une certaine façon, à travers le travail, l'occasion de se mettre à l'épreuve de soi, pour devenir soi-même, pour s'accomplir. Je pense que c'est un invariant humain. Le mépris dans lequel est tenu le travail n'est pas d'aujourd'hui. Ça existait déjà dans l'Antiquité, c'était les esclaves, ça avait passé par les serfs de l'Ancien Régime, ça continue avec le taylorisme et le fordisme, et aujourd'hui on est dans un suprême mépris du travail. Cet écart et cette manipulation qui est faite en faveur du patrimoine et des revenus spéculatifs contre le travail, dont on est prêt à détruire toutes les caractéristiques, celles qui sont nécessaires à l'exercice de l'intelligence et à l'exercice de l'accomplissement de soi, oui, je pense que nous sommes dans une évolution qui malheureusement ressemble beaucoup à quelque chose qui a à faire avec la décadence d'une civilisation. Oui, je pense que nous sommes dans une évolution qui malheureusement ressemble beaucoup à quelque chose qui a à faire avec la décadence d'une civilisation. Oui, je pense que nous sommes dans une évolution qui malheureusement ressemble beaucoup à quelque chose qui a à faire avec la décadence d'une civilisation.